Le meilleur moment de la saison commence demain. Bonjour à tous et bienvenue sur Balopi. Je suis ravi de vous retrouver pour évoquer les demi-finales de Ligue des Champions qui commencent demain. Il reste 4 équipes, 2 iront en finale à Wembley et une seule remportera le titre. On va en parler de ces demi-finales. Installez-vous confortablement. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté sur la dernière vidéo, sur l'analyse sur le Barça et en particulier sur Xavi et Laporta, puisqu'elle a atteint les 50 vues, ce qui est une première sur la chaîne. Donc je voulais vous remercier pour votre soutien. Donc, je vais faire pareil pour cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à commenter. C'est important pour le référencement de la vidéo et ça permet de mon côté d'être vu par le plus grand nombre et donc de développer les contenus sur la chaîne. Sans plus tarder, on va commencer. C'est parti. Alors d'abord, on va parler du Real Madrid face au Bayern de Munich, peut-être la demi-finale la plus alléchante des deux, parce que PSG Dortmund, on en parlera juste après, il y a selon moi un petit déséquilibre quand même. Là, on peut penser qu'il y a un déséquilibre au vu de la saison du Real et la saison du Bayern de Munich, mais voilà, tout est possible. On va commencer d'abord par un petit rappel historique, puisque cette affiche Real-Bayern, c'est quand même un classique des années 2010. Il y a eu pas moins de 4 confrontations entre les deux équipes, dont 3 demi-finales, ce qui est assez important. On nous souvient évidemment en 2012, cette victoire au tir au but du Bayern de Munich sur la pelouse du Bernabeu. En 2014, il y a eu la démonstration du Real Madrid, 4-0 à l'Allianz Arena avec un doublé de Sergio Ramos et un doublé de Cristiano qui à ce moment-là atteint les 17 buts et donc le record sur une seule campagne de LDC avec 17 buts donc sur une campagne. Il y a eu ce quart de finale en 2017 avec une victoire du Real Madrid, on se souvient après prolongation, et un triplé, il me semble, de Cristiano Ronaldo. Et enfin, en 2018 également, la victoire du Real Madrid, qui à l'époque était dans un run pour aller chercher sa 3e Ligue des Champions consécutive. Alors, pour faire un petit retour en arrière, quand on parle du Real Madrid, cette saison en Champions League, on sait qu'il y a eu ce match incroyable en quart de finale, 3 partout à l'aller, 1 partout à l'Etihad Stadium de Manchester City, et cette séance de tir au but où les merengues ont éliminé le champion en titre et se sont ouverts entre guillemets la compétition pour devenir, il faut le dire, au vu de l'historique, au vu de la saison, au vu de l'effectif, le favori numéro 1 au titre en Ligue des Champions. Alors le Real Madrid, comme on le voit depuis ce match, ils ont évidemment gagné ce Classico 3-2 qui a énormément fait parler face à Barcelone avec Bellingham qui a marqué à nouveau. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Là, il a marqué un but à la dernière minute pour faire des merengues le champion parce que maintenant il n'y a plus de doute possible. Le Real Madrid va être champion d'Espagne, c'est une certitude. Il y a 11 points d'avance avec le FC Barcelone, donc voilà, les jeux sont faits. Il y a eu cette victoire vendredi, contre la Real Sociedad, une victoire difficile, 1-0, mais il faut relativiser puisque le Real a énormément fait tourner, comme on peut le voir ici. Les seuls, entre guillemets, titulaires qui étaient sur le terrain sont Aurélien Tchouameni, qui jouera certainement contre le Bayern de Munich, et peut-être, je dis bien peut-être, Eden Militao, même si je ne pense pas qu'il jouera titulaire contre le Bayern. Mais donc le Real Madrid, pour moi, a reposé ses cadres, est dans une phase exceptionnelle, 2 défaites seulement cette saison contre l'Atlético Madrid, aussi bien en Coupe d'Espagne qu'en championnat. C'était en septembre, rendez-vous compte, il y a 2 seulement petites défaites cette saison, dont 0 défaite au Bernabeu. Quand on sait que le match retour sera au Bernabeu, ça a son importance. Le Real Madrid qui va se présenter sans Dani Carvajal, suspendu pour ce match, ce qui va donc contraindre Carlo Ancelotti à changer un tout petit peu ses plans, même si on sait ils ont de la ressource. Et c'est pour ça qu'on voit donc cette équipe classique, j'ai envie de dire, avec un 4-4-2, avec un losange au milieu, et Lucas Vasquez, ici, qui va remplacer tout simplement, à mon avis, Carvajal. Lucas Vasquez, qui a été tout simplement exceptionnel dans le match contre le FC Barcelone. Il n'a pas été homme du match, mais pour moi, il le méritait, au vu du coffre qu'il a eu pendant tout le match, des allers-retours, techniquement juste, il est impliqué sur les 3 buts, euh, il obtient un penalty, il marque le deuxième but et il fait une passe décisive pour Bellingham sur le 3e à la fin du match. Donc pour moi, attention à Lucas Vasquez qui, on sait, est au Real Madrid depuis très longtemps, qui est un joueur sous-estimé, mais qui à chaque fois qu'il est là pour le Real Madrid dans les grandes échéances, il répond présent. Chouamini devait être en défense centrale avec Rudiger comme match aller comme Manchester City, c'est un peu ce que privilégie maintenant Carlo Ancelotti, même si Courtois est dans le groupe, serait dans le groupe en tout cas à l'heure où je de cette vidéo. Lounine, je pense, sera titulaire, ils vont pas prendre de risques à mettre Thibaut Courtois dans un tel match pour une reprise. Un milieu avec Rose, Camavinga, Valverde, Bellingham, qui n'a plus rien à prouver cette saison, et le duo Vinicius-Rodrigo, qui devrait faire mal à cette équipe de Bayern, notamment en transition, puisqu'on en parlera à la fin quand je vous donnerai mon pronostic. Si on va du côté du Bayern de Munich, le Bayern de Munich, eux aussi, en Champions League, eh bien, ils sont sur un élan positif après avoir éliminé Arsenal, une confrontation où beaucoup voyaient Arsenal potentiellement les éliminer. Le Bayern Munich avait fait le travail à l'aller en faisant 2 partout à l'Emirates Stadium avant de l'emporter 1-0 sur un but de Kimmich à domicile. Match où on avait vu l'Arsenal perdre un petit peu ses nerfs, un petit peu
en difficulté, ce qui est logique pour une jeune équipe qui retrouvait la Champions League. Mais donc le Bayern a assumé son statut et se retrouve en demi-finale et a une vraie opportunité de sauver sa saison, puisqu'en championnat, le Bayern de Munich est en grande difficulté. On le voit depuis fin mars, depuis un mois, c'est très compliqué. Alors, il y avait cette double défaite contre Dortmund à domicile et contre Heidenheim le promu, mais depuis, ils se sont bien repris, aidés justement par cette qualification contre Arsenal, avec des cartons. Il y a eu ce carton à Lyon Berlin, 5-1 la semaine dernière, et ils ont ce week-end remporté leur match contre Francfort, un gros match quand même, 2-1, avec une équipe qui avait pas mal été tournée. Il y a eu Guerrero qui a été titulaire, Thomas Müller, Choupo-Moting. Mais attention du côté du Bayern Munich, puisque Leimer est sorti sur blessure, De Ligt est sorti sur blessure, Musiala n'a pas joué le match contre Francfort, il aurait une gêne. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes du côté du Bayern de Munich. Au niveau des blessures, on n'est pas encore sûr de qui sera titulaire, qui pourra jouer. Apparemment, pour ce qui est de Leroy Sané et Serge Gnabry, ils seront là. Évidemment, vous le savez, Kingsley Coman est absent jusqu'à la fin de la saison, en tout cas la saison avec son club. Donc attention du côté de Bayern Munich, on verra la composition d'équipe juste après. Pour moi, l'homme clé du Bayern de Munich, vous le connaissez, évidemment, Harry Kane, qui cette saison, 42 matchs, comme vous voyez, 42 buts, 13 passes décisives, qui en Champions League est aussi présent, 7 buts en 10 matchs, il est deuxième au classement des buteurs, le premier, vous le verrez tout à l'heure, je vous en parlerai. Donc un Harry Kane qui est décisif, qui continue de marquer l'histoire, et ce qui est dommage pour lui, c'est que les trophées collectifs vont certainement avoir du mal à arriver cette saison, puisqu'il n'y a plus que la Ligue des Champions pour le Bayern de Munich, et c'est terrible si Harry Kane, au vu de la saison qu'il fait, et avec le fait de rejoindre le Bayern de Munich, quand même machine à trophées, ne gagne pas, ce serait terrible pour lui, mais je pense qu'évidemment, il peut être l'homme clé de cette double confrontation quand on sait que il va falloir marquer des buts pour se qualifier, parce que c'est inévitable, je vous le dis, il y aura des buts dans les deux matchs, et à mon avis, beaucoup. Du côté du Bayern de Munich, donc voilà la composition qu'on pourra avoir. Alors, avec ce 4-2-3-1 classique, avec donc Kimmich arrière droit, la défense d'ailleurs de Ligt qui est toujours privilégiée dans les gros matchs à enjeu par Thomas Tuchel, Alphonso Davies à gauche, même si Rafael Guerrero pourrait jouer à sa place, voire même Mazraoui. Mazraoui est souvent préféré ces derniers temps. Alors, est-ce que c'est pour faire souffler Davies, ou c'est parce que Davies, tout simplement, n'est plus le Davies d'avant? On le voit sur les matchs, il est en difficulté défensivement, offensivement, il n'arrive plus à être juste comme il l'était. Donc, attention, Mazraoui pourrait être titulaire, il avait été au match retour contre Arsenal. Le milieu, Leimer-Goretzka, même si, attention, il y a un doute sur Leimer. Pareil, Gnabry, Musiala, Sané, il y a un doute sur Musiala, Thomas Müller pourrait le remplacer, et même Guerrero, qui a joué les derniers matchs en tant qu'ailier gauche, pourrait jouer ce rôle d'ailier à la place de Gnabry, ce qui fait quand même que le Bayern Munich a du matériel pour embêter le Real Madrid, et aussi pour changer une dynamique en cours de match, avec évidemment Harry Kane numéro 9. Donc mon pronostic pour ce match, eh bien, même ces deux confrontations, puisqu'on va parler des deux confrontations. Le match aller est à Allianz Arena. Match retour au Bernabéu. On sait ce que ça veut dire. Quand il y a un match retour au Bernabéu, il y a souvent de la folie. Donc, déjà, il y aura des buts des deux équipes dans les deux matchs, parce que ces deux équipes, et en particulier le Bayern, s'exposent énormément défensivement, et on sait qu'en transition, l'une équipe comme l'autre, les deux équipes sont très fortes. Le Real Madrid, on l'a vu contre Manchester City, avec des joueurs comme Valverde, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, qui sont très rapides dans l'exécution et dans le fait de se projeter. Ils ont marqué beaucoup de buts comme ça cette saison. Et le Bayern Munich également, qui a une force offensive qui souvent joue juste lorsqu'il s'agit d'avancer, de casser des lignes. On sait par contre que le défaut du Bayern Munich, c'est souvent la finition, où certes Harry Kane en général est clinique, même s'il est peut-être cette saison sur certains matchs moins clinique qu'il était à Tottenham, mais des joueurs comme Sané, comme Gnabry ne sont pas forcément amis avec le but, et ça peut être un problème quand on sait que les buts vont être importants dans cette double confrontation. Parce que moi je vois peut-être un match nul sur le match aller, même si je pense quand même que le Real va s'imposer. Alors, pas s'imposer énormément, un but d'écart peut-être, mais alors avec des buts, donc un 2-1 ou un 3-2. En tout cas, le match va être ouvert, et les deux matchs seront ouverts, parce que les deux équipes, je pense, voudront aller marquer, et d'autant plus que le match aller, c'est le Bayern qui reçoit, et donc le Bayern va vouloir jouer. Et le match retour, le Real Madrid, même si ils remportent le match aller et qu'ils ont l'avantage, ils savent que c'est en marquant, et que c'est en marquant qu'ils simplement ils remporteront ces deux confrontations, et que face au Bayern Munich, il faut marquer, c'est un impératif, puisque les faiblesses du Real Madrid, enfin du Bayern Munich pardon, correspondent parfaitement aux forces du Real Madrid. C'est pour ça que le Real Madrid, je les vois s'imposer à l'aller comme au retour, et donc se qualifier pour la finale de Champions League. Passons maintenant à l'autre demi-finale qui nous intéresse nous en tant que Français, puisque le PSG va affronter le Borussia Dortmund. C'est la troisième fois que ces équipes s'affrontent. Alors il y a eu, on s'en souvient, en début de saison, ces matchs de poule avec une victoire 2-0 du PSG à domicile, et ce match nul un partout que le PSG avait cravaché à aller chercher pour se qualifier en huitième de finale. Le Dortmund, eux, ne jouaient plus rien, puisqu'ils étaient assurés de finir premier de leur poule.
Et il y avait eu cette confrontation, évidemment, on s'en souvient tous, en 2019-2020, avec cette double confrontation et ce match aller à Dortmund avec Erling Haaland qui avait vraiment euh, euh, illuminé le match avec une frappe incroyable qui avait permis à Dortmund de s'imposer avant le match retour et cette victoire 2-0 du PSG au Parc des Princes, un Parc des Princes vide, puisque c'était le dernier match avant une période de Covid qui avait vu le championnat et le football général et le monde plus globalement s'arrêter. Alors, le petit retour en arrière, évidemment, comme on l'avait fait tout à l'heure. Le Borussia Dortmund qui sort d'une qualification exceptionnelle face à Atlético Madrid, où beaucoup de gens ne les voyaient pas forcément favoris. Et ce qui m'a impressionné surtout dans cette double confrontation, c'est la capacité de réaction de Dortmund. Il y a eu ce match, cette défaite de Buzyn sur le terrain d'Atlético, avec une première mi-temps catastrophique. Atlético avait surdominé, avait mis une pression dantesque à Dortmund, qui d'ailleurs avait créé 2 erreurs individuelles de Madsen et de Hummels pour Dortmund, et donc 2 buts pour Atlético Madrid. Mais Dortmund, en deuxième mi-temps, avait inversé la tendance et avait surdominé cette deuxième mi-temps, et avait d'ailleurs réduit le score avec Haller, même si il y avait eu 2 montants de Baino Gittens et de Brandt qui auraient pu peut-être faire basculer le match aller. Il y avait aussi eu à 2-0 cet arrêt exceptionnel de Kobel, un arrêt exceptionnel sur sa ligne qui avait empêché ce 3-0 et qui a peut-être fait la bascule sur la confrontation, puisqu'au match retour à Dortmund, en 5 minutes, Dortmund a mené 2-0 et donc était qualifié avant, en début de seconde mi-temps, d'encaisser 2 buts coup sur coup et donc de voir Atletico reprendre l'ascendant psychologique. Mais là encore, réaction de Dortmund avec Füllkrug et Sabitzer qui en 3 minutes permettent à Dortmund de mener 4-2 et de se qualifier dans un Signal Iduna Park exceptionnel. Dortmund qui retrouve les demi-finales pour la première fois depuis 2013, année qui leur avait porté chance puisqu'il est arrivé en finale face au Bayern de Munich à Wembley, ce qui pourrait arriver de nouveau 11 ans plus tard, puisque la finale est à Wembley et que le Dortmund et le Bayern sont les 2 demi-finalistes. Alors, le Borussia Dortmund qui, certes, a eu ce coup, on va dire, cette euphorie avec l'Atlético Madrid, mais qui avant avait connu des moments difficiles. Il y a eu cette victoire, certes, sur la Allianz Arena face au Bayern Munich, qui a été exceptionnelle, mais ensuite s'en est suivi donc cette défaite assez embarrassante à domicile contre Stuttgart, cette défaite donc contre Atlético, les a remis un peu dans le droit chemin avec une victoire contre Gladbach, la victoire contre l'Atlético Madrid, mais depuis, il y a eu ce match nul assez impressionnant contre Leverkusen où Dortmund mène 1-0 jusqu'à la 97e minute et ce corner où Leverkusen va égaliser pour rester invaincu. Gros coup de massue pris par les joueurs de Dinterzic. Il y a eu ce match au week-end où Dortmund s'est fait étrier 4-1 sur la pelouse de Leipzig, où Dortmund a certes ouvert le score par Sancho, qui est le point positif de Dortmund sur ce match, c'est la forme de Jadon Sancho que l'on retrouve littéralement à un très haut niveau, mais le milieu de terrain a été bouffé. Preuve en est le match d'Enmecha qui était en grande difficulté. Défensivement, on a vu les mots principaux de Dortmund qu'on évoquera juste après, c'est-à-dire la vitesse, la faible vitesse et le manque de repli défensif. Une défaite qui fait tâche, surtout que Dortmund avait mis l'équipe titulaire, pour ainsi dire, avec Schlotterbeck, Hummels en charnière, Ryerson, Sancho, Adeyemi, Brandt. Alors, il n'y avait pas Emre Can qui s'est reposé, Sabitzer également. Le point peut-être négatif, c'est que Donnel Malen et Sébastien Haller seront forfaits, quand on sait l'importance de Donnel Malen sur le côté gauche. Autre point rassurant pour le coup, pour Dortmund, c'est que certes, Mats Hummels est sorti sur blessure, mais il devrait être prêt pour le match à domicile face au PSG qui sera mercredi. Sabitzer également sera de la partie. Alors, si on fait un petit point sur la composition d'équipe, voilà, un 4-5-1 un petit peu, où donc, comme je vous l'ai dit, la charnière Schlotterbeck-Hummels qui est peut-être le point fort, mais également le point faible de Dortmund, parce que Mats Hummels est très très bon, on le dit, mais on sait aussi que Mats Hummels peut faire des erreurs. Il l'a fait contre l'Atlético Madrid au match aller. On sait qu'il peut être également exceptionnel. Ce week-end, ça a été compliqué pour la défense, parce que globalement, le problème de cette défense de Dortmund, c'est que Ryerson et Madsen sont des latéraux qui montent, bien qu'ils ne soient pas pistons, ils montent énormément. Et en phase de transition, certes, Dortmund a ce point fort. Cette transition où eux, lorsqu'ils passent de la défense à l'attaque, ils sont très très forts. On a des joueurs comme Can, Brandt, Sancho. C'est des joueurs qui, en une touche, peuvent casser des lignes, qui en une touche peuvent trouver, grâce à ce système à 5 au milieu où il y a des joueurs très proches et surtout qui se trouvent techniquement, ils peuvent casser les lignes, avancer très vite et surtout, grâce à Füllkrug également qui joue en pivot mais qui a une qualité technique pour remiser et surtout jouer en une touche, avancer vite vers l'avant alors que c'est un attaquant pourtant qu'on envoie qui semble lourd mais qui quand même a une certaine vitesse, et bien cette équipe peut aller très très vite en transition. Le problème c'est que cette transition peut aussi créer le fait qu'on est beaucoup en attaque et que lorsque l'équipe adverse récupère la balle, et bien le milieu de terrain est dépeuplé et donc la défense avec les latéraux qui montent, se retrouvent à 2 contre 3, voire 4, et contre le PSG, ça peut faire très mal quand on sait la vitesse de Barcola, de Dembélé et d'Mbappé. Donc le point fort, comme je vous l'ai dit, c'est l'attaque, même si, attention, Adeyemi
qui pour moi est le point faible de cette attaque du Borussia Dortmund, c'est que Adeyemi a fait un match catastrophique contre Leipzig, et surtout Adeyemi est un joueur frustrant parce que on sent qu'il a du ballon, on sent qu'il a de la vitesse, mais dans le dernier geste, la dernière passe, le dernier tir, le dernier choix, il n'est pas au niveau où Dortmund veut être, c'est-à-dire demi-finale de Champions League. C'est pour ça que Baino Gittens pourrait être, selon moi, préféré à la place d'Adeyemi. Baino Gittens qui je trouve a de la qualité, qui percute, qui ose, et on sait qu'Adeyemi a des problèmes pour oser, c'est un petit peu le même syndrome, je le connais bien en tant que supporter marseillais, d'Harit, à une autre échelle évidemment. Et donc Baino Gittens pourrait jouer à la place d'Adeyemi, et Soule pourrait jouer à la place d'Hummels quand on sait qu'Hummels est sorti sur blessure, même si, comme je vous l'ai dit, Hummels devrait tenir sa place. Parlons maintenant du PSG. On le sait, il y a eu cette double confrontation face au FC Barcelone avec cette victoire 4-1 au Montjuic après un match perdu, au match aller 3-2, une démonstration du PSG, certes, avec le Barça réduit à 10 à la demi-heure de jeu, mais on a vu le PSG quand même à un haut niveau. Ils ont continué sur cette lancée avec une victoire 4-1 à domicile face à Lyon, une victoire à Lorient 4-1. Il y a eu certes ce petit accro ce week-end. Certes, le PSG était champion parce que Monaco a perdu, mais le PSG aurait pu fêter son titre en gagnant à domicile, et ils l'ont pas fait après une pas une défaite, mais un match nul contre le Havre, qui aurait pu être une défaite puisque le PSG a égalisé en toute fin de rencontre grâce à Gonzalo Ramos, qui d'ailleurs est très très bon. Mais le PSG a fait énormément tourner avec des joueurs comme Danilo, Asensio, Colomwani qui est titulaire, Navas dans les buts, et on a vu que Lucien Enrique a très bien géré son groupe puisqu'à la mi-temps, et Dembélé, et Barcola, et Zaïre Emery sont sortis. Très bonne gestion de la part de Lucien Enrique qui montre le talent qu'il a comme coach et qui vraiment permet à ce PSG de prendre une autre dimension cette saison et de vraiment faire croire en leur chance de remporter cette Ligue des Champions. En tout cas, le tableau leur est ouvert. Alors évidemment, quand on parle du PSG, on parle d'un homme, Kylian Mbappé, qui critiqué pour son attitude, à juste titre, pour son niveau de jeu, à juste titre, eh bien, il fait quand même une saison exceptionnelle, puisqu'il est à 43 buts, toutes compétitions confondues. C'est son record avec le PSG. Il fait mieux que la saison 2021-2022, où il avait été à 40 buts ou 41 buts, il me semble. Saison où on lui avait promis d'aller au Real Madrid à la fin de cette saison, avant qu'il ne prolonge. Mbappé qui est en grande forme, il a marqué à Lorient, il a également fait danser les joueurs lorientais, il a marqué ce doublé à Barcelone. Voilà. Mbappé, on le dira jamais assez, doit être l'homme de cette double confrontation pour le PSG. Même si, attention, on le sait, il y a des joueurs comme Dembélé qui est en très grande forme, Gonzalo Ramos qui, en ce moment, est dans une forme exceptionnelle. Depuis son but contre Marseille, il est presque décisif à chaque match. Hormis à Lorient, il a soit marqué, soit fait une passe décisive dans chacun de ses matchs. Gonzalo Ramos qui avait été utilisé que 5 minutes au match retour contre le FC Barcelone. Peut-être qu'il sera plus utilisé en cours de match par Luis Enrique. En tout cas, c'est une option que Luis Enrique doit avoir en tête, j'imagine, parce que Colomboigny, encore une fois, on l'a vu ce week-end contre le Havre, est en grande difficulté. Ça fait mal à voir pour lui. Alors le PSG, qui pour le coup a aucun absent, qui pourra mettre son équipe type dans ce 4-3-3 avec donc Hernandez, Marquinhos en charnière, Hakimi sur le côté droit, Hakimi qui a toujours cette faculté en phase offensive à passer une défense à 3 avec Marquinhos en défenseur droit, et Hakimi qui monte en tant que piston et surtout qui rentre au milieu de terrain et qui permet de combiner avec Dembélé pour se projeter, ensuite trouver Mbappé dans l'axe. Hakimi qui est très très bon dans ce rôle, je trouve. Un milieu Vitinha, Zaïre Emery, Ruiz, avec Vitinha, Zaïre Emery qui sont vraiment les éléments forts de ce milieu de terrain. Vitinha qui est peut-être le meilleur milieu de terrain en Ligue des Champions cette saison, au vu du tableau, au vu de ce qui reste. Alors attention, je respecte énormément ceux du Real Madrid parce que c'est, je pense, ceux qui peuvent rivaliser avec Vitinha cette saison en termes de niveau, mais Vitinha est très 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 bon. C'est vraiment la satisfaction de ce Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Fabien Ruiz qui, je pense, au vu de cette fibre technique, devrait être titulaire également. Et puis le trio d'attaque, Barcola, Mbappé, Dembélé, qui depuis ce match contre le Barça, surtout cette deuxième mi-temps au match aller, où Barcola avait changé la dynamique du match avant que Rafinha régalise pour le Barça. On a vu le PSG surdominer avec la rentrée de Barcola qui s'était procuré des occasions et qui surtout permettait au PSG d'avoir cette profondeur. Et bien ce trio d'attaque peut faire très mal à Dortmund, parce que c'est ça qui est le cas, c'est que le PSG, je pense, est favori évidemment. Il ne faut pas minimiser le fait que le PSG est favori contre Dortmund au vu de l'effectif, au vu du jeu, au vu des forces en présence. Le PSG surtout, l'avantage qu'ils ont, c'est que le PSG a toutes les forces qui correspondent aux faiblesses de Dortmund, c'est-à-dire la vitesse, la profondeur, la transition, et surtout la transition que certes le PSG peut aussi subir, parce que Dortmund est très bon, mais le PSG a une capacité, surtout des milieux de terrain, de travailler défensivement, d'être vraiment d'être affamé de ballon, de venir chercher dans l'épée, mettre une grosse pression, être physique, et même la défense qui, je trouve, certes, a souffert un petit peu contre le Barça au match aller. Et attention, parce que d'ailleurs, Füllkrug joue un peu dans le même registre que Lewandowski au match aller. Donc attention, j'espère que le PSG a retenu la leçon. Mais donc, les transitions sont beaucoup mieux gérées du côté du PSG, qui a une plus grande capacité
à ne pas laisser ses défenseurs seuls dans les transitions. Et on sait aussi que Donnarumma, certes, sur un coup de pied arrêté, il n'est pas bon. Et ça peut être un point intéressant parce qu'on sait que sur un coup de pied arrêté, l'équipe de Dortmund est très très forte. Hummels, Füllkrug évidemment, même Emre Can a un très bon jeu de tête. Ça peut être le point négatif du côté du PSG quand on sait le problème qu'a Donnarumma lorsqu'il s'agit de gérer les coups de pied arrêtés. Mais sur sa ligne en général, Donnarumma est très bon et on le sait, quand on sait cette qualité plus la faiblesse des joueurs de Dortmund à être clinique devant la cage, le PSG semble avoir les armes pour maîtriser cette double confrontation. Attention au match aller au Signal Iduna Park où Dortmund, porté par cet élan qui en plus devra se racheter de ce match contre Leipzig, qui a confirmé le fait que Dortmund ne sera pas top 4 pour la Champions League cette saison, même s'il y avait cette 5e place qui devrait être qualificative pour la Champions League au vu du coefficient UEFA de l'Allemagne cette saison. Dortmund devrait quand même être qualifié en Champions League, mais Dortmund, pour la première fois depuis, je crois, 10 ans ou 11 ans, ne sera pas dans le top 4 allemand. Ils vont donc devoir se racheter. C'est pour ça qu'au match aller, attention à Dortmund, qui je pense a aussi tout pour embêter cette équipe du PSG. On l'a vu au Signal Iduna Park en décembre, on l'a vu au match aller en 2020, on l'a vu également contre l'Atlético au match retour où ils ont gagné 4-2 quand même. Donc attention, surtout qu'on sait que Koubel en plus aussi est très très fort en ce moment. Donc voilà, attention, je vois un match aller où le PSG va quand même gagner, même si ce sera pas facile. Je pense une petite victoire, 2-1 ou 3-2, en tout cas il y aura des buts. Plus de 1, je pense. Il y aura des buts. Mbappé ou Dembélé marquera au vu de la forme et au vu surtout des espaces que laisseront Dortmund. Et selon ce résultat, je pense que Paris maîtrisera globalement le match retour parce que le PSG est simplement une équipe très très forte, trop forte à domicile et surtout qui a les joueurs pour garder le ballon, pour faire courir cette équipe de Dortmund et surtout les piquer au moment où il faut. C'est pour ça que je vois le PSG se qualifier et donc une finale PSG Real avec tout le storytelling que ça comporte. Mais bon, ça on en parlera d'ici 1 ou 2 semaines lorsque les résultats seront fixés. Ça se trouve, ce sera pas du tout ça. Ce sera une finale 100% allemande Dortmund-Bayern. On verra bien. En tout cas, on a hâte de voir ces demi-finales. C'est le meilleur moment de la saison. Donc profitez bien de ces matchs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Comme j'ai dit en début de vidéo, ça m'apporte du soutien sur la chaîne. Dites-moi en commentaire qui vous voyez se qualifier, qui vous voyez atteindre la finale de Ligue des Champions, qui vous voyez décevoir, peut-être le PSG, peut-être le Real de Madrid. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Profitez bien de cette semaine. Bonne journée et vive le foot.